Ce qui est intéressant ici, c'est que tu as encore des traces visibles d'un graffiti de la commune. Elle se retrouve dans un cadre liturgique, religieux. Elle fait appel à l'histoire, à la commune qui n'est pas, qui est quand même une histoire assez sombre de l'histoire de Paris. Cette portée symbolique d'un tag fantôme, elle est fantastique, et en plus dans un cadre, dans un événement comme ça, où en fait elle n'est pas réellement visible, elle n'est pas regardée par les gens qui viennent pour cette célébration-là. Je trouve qu'il y a plusieurs moments de l'histoire qui dialoguent. Ça fait un appel au passé, on est aujourd'hui dans le présent, et je trouve qu'il y a quelque chose qui est fort, et puis il y a aussi la portée des mots, quoi. République française ou la mort. Là c'est marrant ça, parce qu'on est vraiment dans des esthétiques qui me plaisent, parce qu'on voit l'usure du temps, de la trace, et ça fait un lien évident avec mon travail de néo-archéologien, qui est de prendre des empreintes sur des vestiges, d'éléments historiques, ou bien même dans la rue, de trouver des éléments et d'en faire des moules, et de refaire des bas ou des hauts reliefs par rapport à ces éléments-là. Et ça m'inspire, ça c'est inspirant pour moi. La Géorgie, ça a joué un rôle important et ça l'est toujours dans ma vie, de par les souvenirs familiaux, le fait d'y aller, de rencontrer sa famille et de pouvoir en parler en faisant des liens artistiques avec ce que moi je vis en tant que Parisien, parce que je suis français. Et donc voilà, j'essaie de créer des contrastes comme ça entre tradition, arts martiaux, spiritualité par les chants, le combat, la physicalité, la violence, la souplesse et l'infini du chant. Et ça, c'est ça qui m'intéresse en fait, de pouvoir ramener différentes histoires qui semblent éloignées, mais en même temps qui font que c'est moi. Et en même temps, c'est une manière esthétisante en fait de rappeler, de le rendre plus contemporain. Mais tu vois, pas en rentrant dans les clichés du street art, de peindre une sculpture ou tu vois, un élément antique. Voilà, on est au Louvre. Super important parce que c'est vraiment la construction du pouvoir royal qui s'est faite ici en fait au début. Et c'est aussi la muséification en fait de Paris. Et symboliquement, c'est voilà, un lieu incontournable pour les touristes, c'est un rayonnement international, mais c'est aussi, quand tu le vois dans cette construction comme ça, c'est vraiment la représentation du pouvoir. Et moi, ce qui m'intéresse l'instant, c'est de savoir qu'est-ce qui reste de l'histoire, qui est-ce qu'on met en avant, qui sont les gens d'État ou les gens de pouvoir de l'époque qui sont encore visibles là et qui sont rayonnants de par leur posture comme des dieux grecs. Néoclassicisme sûr, hein, tu vois, qui est sur l'architecture. Et en fait, de voir moi ces sculptures posées comme ça, elles m'inspirent énormément et on peut le revoir dans mon travail. C'est-à-dire que je reprends des postures qui sont iconiques, des représentations de pouvoir, mais pour mettre en fait soit des gens, des rebelles, des révoltés, ou des gens de contre-pouvoir dans mes sculptures, dans les mêmes poses symboliques. La vraie liberté, moi je la trouve dans l'art. Je trouve que c'est là-dedans en fait où tu peux avoir l'opportunité de t'exprimer. Parce que politiquement tu te sens contraint, tu te sens pas représenté, tu penses que ta voix n'a aucune valeur, c'est très dur, mais l'art te permet cette liberté-là, mais jusqu'où? Et je trouve que certains symboles, certains lieux de vie, des places, des lieux de révolte font lien aussi avec ce qu'on vit. Et de voir comment les successions de révoltes parisiennes se succèdent les unes aux autres et racontent toute une histoire. Et l'insubordination
l'aspect rebelle des Parisiens, des gens, par rapport à leur vie, de différents âges. C'est des choses moi qui m'intéressent et j'essaie d'en créer, d'en tirer des synthèses pour pouvoir faire mes propres fictions et arriver à ce qui peut être en fait le fil conducteur de ces mouvements de révolte. Et pourquoi? Et pourquoi encore? Intéressant. Ce que j'ai réalisé en fait. J'avais fait une exposition qui était à Anvers, qui s'appelait Brave et qui parlait justement de la relation de pouvoir et la relation historique qu'il y a entre la figure du chevalier et la figure du CRS autoritaire. Et ici on voit Christophe Détinger en fait, qui est un boxeur gitan, comme on avait appelé, et qui a ici boxé à main nue en fait des CRS pour protéger des gens qui se sont fait agresser par les CRS lors des manifestations. Il y a quelque chose qui est beau, et qui est beau héroïquement en fait. Défendre la veuve et l'orphelin, de la pression autoritaire, à main nue. Il y a des gestes comme ça qui sont très forts et qui sont inspirants pour un artiste. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on traverse des espaces dans lesquels l'histoire a marqué, qu'on les retraverse encore et encore et encore, et on a une forme d'oubli. Mais il faut lutter contre l'oubli et essayer de faire mémoire. Les sculptures Camas, c'est vraiment toutes les inspirations. Quand on était au Louvre, c'est vraiment des inspirations que j'ai remis moi dans mes expositions. Celle-ci elle s'appelle Agora. D'ailleurs Agora, le nom il évoque ce qu'il veut dire, tu vois, mais c'est des lieux de rencontre, de dialogue, d'échange, l'Agora. Et je reprends, tu vois, des positions, des postures antiques de ce qu'on peut voir aussi à Paris, hein, dans le lieu de pouvoir qu'on a vu, et j'essaie de les représenter avec d'autres personnages, tu vois. C'est un mélange entre exposition, spectacle, activation, lieu de rencontre, lieu d'échange, partage, collaboration, et c'est ça que doit être l'art en fait. Enfin, c'est comme ça que moi je le vis. Le truc numéro 1 de l'art, c'est le partage. Je me considère comme un artiste contemporain parce que 2026. Mais je me considère tout aussi bien comme un tagueur. Je me considère comme un poète, je me considère comme un photographe, comme un performeur. Je suis libre. C'est comme si en fait elle acceptait aussi le fait, elle prenait dans sa pierre, dans sa matière, l'absorption de la peinture et de ses mouvements, de ses écrits, de ses contestations. Et ensuite le fait qu'elle soit effacée comme ça, qu'on revienne en fait à une écriture effacée, la mémoire elle est oubliée, on passe à autre chose. Quelle tuerie. Putain.
Putain, t'es mince. J'aime beaucoup ça. Ça fait partie des classiques en fait. Il est bien fait, hein. Lequel Sangoku Sangoku derrière. Avant, la vitre, elle était pas comme ça. Ouais, mais là, ils ont mis ça, je sais pas pourquoi. La légende de Thor, c'était une sorte de version Zelda, mais sur Mega Drive. C'était pas mal ça. Il y a une vraie passion pour les covers de jeux vidéo faits à l'ancienne avec des vrais illustrateurs, à l'aérographe, à l'acrylique, un travail de la main. Moi, je suis passionné de ça. Et tu regardes tout ce qui est Heroic Fantasy, illustration de science-fiction, années 70, années 80, les jaquettes de vinyle, de CD, même de films. J'ai une passion pour le fait main de cette époque-là. Tu regardes des mecs comme Frazetta, Heroic Fantasy, mais c'est fabuleux quoi. Des jeux de la NES, Tortue Ninja, impossible à terminer. Putain, bâtard Akira. Double Dragon. ABB Select Start.